Chers collègues, chers amis, je vous dis un grand merci de votre présence. Je suis impressionné lorsque je regarde devant moi, la place est grande et il y a du monde partout. Et le beau temps nous accompagne, vous êtes avec nous. Et quoi de plus pour mieux fêter un 1er mai. Je vous dis un grand merci de votre présence ce matin. Et je dis aussi un grand merci aux représentants de tous les partis politiques. C'est une bonne chose. C'est bien de venir nous écouter. Ils viennent peut-être parce qu'ils sont avec nous, parce qu'ils viennent par conviction, ou parce qu'ils ont des sympathies pour nous, ou alors ils viennent pour écouter ce que nous voulons dire. De toute façon, c'est bien qu'ils soient là, et c'est bien que nous soyons tous là. C'est notre journée. Le 1er mai, c'est la journée des salariés. Et il faut fêter ce jour, il faut l'honorer. Et ce jour-là, nous honorons aussi ceux qui, par le passé, nous ont permis de tout acquérir, tout ce que nous avons aujourd'hui. Et c'est aussi le jour où nous disons cela ne suffit pas, il faut encore améliorer nos acquis. Et contrairement à ce qu'on affirme un peu partout, on ne nous a pas fait de cadeaux. On ne nous a rien donné gratuitement. Nous avons dû nous battre contre une forte opposition pour nous imposer et nous ne l'oublions pas. Et ce 1er mai, ce n'est pas un 1er mai normal, c'est aussi le 1er mai après des élections remportées, élections sociales remportées par l'OGBL. L'OGBL, c'est le syndicat luxembourgeois, un syndicat incontournable, c'est grâce à vous. Et cela ne plaît pas à tout le monde. Il y en avait qui avaient espéré que l'OGBL serait affaibli. D'autres ont attendu que l'OGBL perde en influence politique et il y en a eu même qui ont rêvé de pouvoir écarter l'OGBL. Le contraire a été vrai. L'OGBL est aussi fort que jamais et il y a beaucoup de nouveaux visages parmi nous. Beaucoup de gens vivent leur 1er mai dans une nouvelle qualité, la qualité de membres, de délégués ou de militants de l'OGBL. Et nous leur disons un grand merci, merci de leur engagement. Et tous ensemble, chers collègues, nous sommes ici, et pas seulement parce que c'est bien de fêter ensemble, mais parce que nous avons un mandat commun et qui consiste à défendre ceux qui doivent travailler pour gagner leur vie. Et nous sommes l'expression de ces gens-là. Nous sommes la voix de ceux et des familles qui forment le Luxembourg, qui ont créé la richesse de ce pays et qui, de leur côté, sont beaucoup moins riches. Et, chers collègues, nous avons des périodes difficiles derrière nous. Au cours des 5 dernières années, nous avons dû nous battre, sortir dans la rue pour notre index sans les autres syndicats. À la tripartite, nous avons dû nous battre pour maintenir le pouvoir d'achat. Nous avons dû plafonner les prix de l'énergie, défendre nos conventions collectives et même jusqu'aux grèves. Chez Cargolux, une entreprise luxembourgeoise où l'État est principal actionnaire, il a fallu faire grève pour que le travail des gens soit reconnu. Et aussi chez Ampaset, nous avons dû entamer un des conflits sociaux le plus difficile jamais connu par l'OGBL. Et les intérêts des salariés ont été défendus par l'OGBL avec tous les moyens, comme on l'a toujours fait et comme on va toujours le faire. Et pour cet engagement, on nous a beaucoup attaqué, vous le savez. On a essayé de nous isoler, de nous écarter, et ils n'ont pas réussi. Nous n'avons pas été isolés, nous ne l'avons jamais été, nous ne le serons jamais, parce que nous n'avons pas besoin d'aller faire des offres. Et c'est aussi un 1er mai, pas seulement le 1er mai,
que d'autres ont essayé de lancer des offensives de charme par rapport aux personnalités politiques. Et le GBL a lancé une offensive dans les entreprises, dans l'intérêt des salariés. D'autres ont cédé sous une grande pression. Le GBL n'a pas cédé. D'autres encore, d'autres collègues ont perdu les élections sociales. Le GBL a remporté les élections sociales. « 61% des votes pour le GBL. 61%. Le LCGB, la LEBA, la NGL SNEP, Ciprolux et la FGFP se partagent le reste, 39%. La voix des salariés et des retraités ne peut pas être plus précise. Et le nouveau gouvernement a annoncé vouloir respecter le dialogue social. S'il en est ainsi, alors le dialogue social doit commencer pour vous en accordant ou en respectant à sa juste valeur le travail des syndicats. Notre syndicat n'est pas un syndicat parmi tant d'autres et ce gouvernement ferait bien de ne pas ignorer que pour l'élection pour la Chambre des salariés, qui n'est pas obligatoire, il y a quand même eu plus de 200 000 électeurs. C'est l'expression d'une participation politique, d'une conviction politique qu'on ne peut pas ignorer. Et parce que nous sommes encore dans une phase d'initiation pour certains ministres, je le dis de manière prudente, diplomatique, s'il vous plaît, cher gouvernement, ne commettez pas l'erreur de considérer que le dialogue social, c'est une manifestation formelle. Il nous faut des négociations politiques sérieuses et le gouvernement doit toujours garder à l'œil les 61%, la majorité de l'EGBL, et de la respecter. Toute autre chose serait un mépris de la volonté démocratique et ce serait mal pour un gouvernement luxembourgeois qui n'est supporté que par moins de 50% de la population luxembourgeoise. L'OGBL exige une participation directe dans tous les dossiers qui nous concernent, qui concernent les intérêts des salariés, lorsqu'il est question des pensions, du droit du travail, de la crise du logement, lorsqu'il est question de la réforme fiscale, lorsqu'il est question de l'État social en général, lorsqu'il est question de notre santé, lorsqu'il est question de l'éducation, de la politique du climat. Partout, nous devons avoir notre mot à dire. Et lorsqu'il est aussi question de notre politique salariale nationale, lorsqu'il est question de la réforme des conventions collectives et évidemment aussi lorsqu'il est question de notre index. Notre voix compte et sera de toute façon incontournable. Nous pensons que cet engagement... Bon, le syndicat, ce n'est pas un syndicat. 61%, ce n'est pas 28%. Et avec le diktat scandaleux de la tripartite du mois de mars 22, nos 61% n'ont pas été respectés. Cela ne doit pas se reproduire, chers collègues. Voilà aujourd'hui le message à l'adresse du nouveau gouvernement. C'est aussi le message à l'adresse des syndicats minoritaires. L'OGBL, bon, j'ai la voix un peu rauque. Voilà, l'OGBL est prêt de collaborer de manière constructive avec tous les syndicats, mais n'est pas prêt à vendre ses valeurs. Et aujourd'hui, chers collègues, excusez-moi, c'est aussi le 1er mai après la fusion avec le Landesverband. Un exemple pour montrer que ensemble nous sommes plus forts. Une fusion historique contre la division des salariés. Ensemble, nous assurons l'avenir. Les élections sociales ont aussi montré que notre message du syndicat unique continue à être supporté
par la base. Je félicite nos collègues cheminots qui, contrairement à beaucoup de prévisions, ont quand même pu défendre leur position lors des élections sociales sous l'égide de l'OGBL. Chers collègues, 2,44 milliards de dollars. C'est un chiffre avec 13 chiffres. En d'autres termes, 2,44 millions de millions. Une somme inimaginable. C'est la somme qui a été réservée aux investisseurs, aux investissements militaires en 2023. Un triste record. Le mouvement syndical condamne toutes les agressions militaires. En tant que syndicalistes, nous condamnons les crimes de guerre contre le peuple ukrainien. Nous pensons aux milliers de familles ukrainiennes et russes qui ont perdu des garçons et des filles dans cette guerre si inutile. Lorsqu'on est attaqué, on doit pouvoir faire opposition sur le point militaire. Mais la paix, chers collègues, n'est possible que si on fait tout pour donner à la diplomatie et aux négociations une chance. La spirale de l'armement ne va certainement pas contribuer à rendre le monde fragile plus sûr. Le 1er mai, c'est le jour de la paix et c'est un jour où on a une guerre meurtrière en Europe, où à travers le monde, d'autres guerres meurtrières sont menées. Tous les jours, nous voyons des images effrayantes qui témoignent des conditions inhumaines et des victimes de guerre dans le monde. Nous ne pouvons pas ignorer tout cela, mais nous refusons d'accepter ces images comme fatalité. Les guerres sont menées par les hommes et ce ne sont que les hommes qui peuvent y mettre un terme. Et pour cette raison, l'OGBL exige un cessez-le-feu immédiat au Proche-Orient, la libération des otages et une aide humanitaire directe pour les milliers d'enfants, d'hommes et de femmes qui sont les victimes d'une guerre impitoyable au Gaza. Et là aussi, c'est un rôle du 1er mai, chers collègues. Notre modèle si souvent loué, notre modèle social, le progrès social est remis en question en de nombreux endroits. L'affaiblissement de l'État social continue. Dans de nombreux pays, on s'attaque à toutes les démocraties. En Europe, les politiques d'austérité sont de nouveau en plein essor et c'est le seul sur lequel les extrêmes de droite et les partis fascistes en Europe peuvent gagner en influence. Nous risquons de vivre une situation comme nous ne l'avons plus vécue depuis la Deuxième Guerre mondiale et tous les partis progressistes, tous les partis, tous les syndicats sont dans la responsabilité pour mobiliser. Si nous ne le faisons pas, nous risquons d'être écrasés par quelque chose que nous ne voulons pas, qui est contre notre intérêt général, qui détruit nos perspectives pour une bonne vie, pour nous et pour les générations futures. Oui, nous devons manifester dans toute l'Europe pour arrêter les mouvements d'extrême droite, mais ce sera insuffisant si nous ne pouvons pas en parallèlement arrêter la progression des ennemis de la démocratie. Tous les jours, les inégalités sociales et économiques augmentent dans la société et ne concernent pas seulement les couches inférieures, mais aussi les classes moyennes. L'appauvrissement d'une grande partie de la société, la perte sociale, c'est un sol fertile pour l'évolution politique dangereuse que nous vivons dans de nombreux pays. Chers collègues, nous sommes devant une échéance électorale importante, les élections européennes du 9 juin. C'est très important pour les salariés.
parce que beaucoup de choses décidées au niveau européen ont une influence directe sur nos conditions de travail et de vie. Participez donc à l'élection et votez pour les forces progressistes en Europe qui s'engagent pour le progrès social, pour une Europe inclusive et qui ne s'engagent pas pour ceux qui veulent transformer l'Europe en forteresse avec une politique d'austérité. Et ne votez pas pour ceux qui disent que le seul critère pour le bien-être de la société serait la sacro-sainte compétitivité des entreprises. Il n'est pas seulement question de l'extrême droite, mais ce message s'adresse aussi au Parti européen du CSV, le Parti populaire européen. La justice sociale, nous ne pourrons pas l'obtenir sans redistribution du haut vers le bas. La justice sociale, ce n'est pas un rêve, mais c'est une nécessité. Et une Europe vraiment sociale, ce n'est pas une utopie politique, c'est le courage politique dont nous avons besoin. Renforcer les États sociaux en Europe et partout dans le monde, pas demain ou après-demain, mais aujourd'hui et maintenant. Et actuellement, chers collègues, le contraire se produit. Les inégalités sociales en Europe augmentent. 5 milliards de personnes à travers le monde sont devenues plus pauvres depuis 2020. 5 milliards. Pendant la même période, la richesse des milliardaires du monde ont augmenté de 3 300 milliards de dollars américains, un plus de 35%, 3 fois plus que l'inflation. C'est comme si pour chaque tranche indiciaire, nous en obtenions 2 autres. Et ce n'est pas tout. Pour les 5 hommes les plus riches au monde, cela ne suffit pas encore. Pour eux, ils ont un plus de 100%, ils ont doublé leur fortune. Et pour ces 5 hommes, c'est un bénéfice de 14 millions de dollars, non pas par mois ou par semaine, mais par heure. Imaginez-vous, c'est comme si pendant ce discours, nous pouvions tous gagner 14 millions de dollars. Alors je parlerai 2 heures en plus. Chers collègues, les riches, à travers le monde, avec leurs collègues politiciens, ils ont supprimé l'impôt sur la fortune ou l'ont diminué jusqu'au point de devenir ridicule, aussi à Luxembourg. Partout dans le monde, ils organisent le dumping de l'imposition de l'entreprise et du revenu sur le capital. À Luxembourg aussi, le résultat est remarquable. C'est l'expression massive de l'exploitation des salariés à travers le monde. Et avec la concentration de plus en plus de capital et de fortune dans quelques rares mains, cela viole et attaque nos droits tous les jours. Tout l'argent qu'ils gagnent manque pour les besoins de base de milliards de personnes, manque dans la formation, dans la santé, dans la sécurité sociale, dans les investissements économiques et publics, dans la lutte contre la catastrophe climatique et pour la protection de nos ressources naturelles. Et cette distribution du bas vers le haut, c'est le résultat d'une exploitation capitaliste du travail et des ressources naturelles. Elle est aussi malheureusement liée à une politique fiscale catastrophique, toujours plus injuste au cours des dernières décennies dans tous les pays du monde, mais aussi à Luxembourg. En d'autres termes, le triple A est devenu le triple A de beaucoup de misère dans le monde, aussi à Luxembourg. Et la thèse de l'effet trickle-down, en bref, si les riches se portent bien, alors il se peut que quelque chose arrive en bas pour les autres couches de la société. Mais c'est un conte de fées idéologiques des super riches qui développent avec leur propre fabrique de pensée, avec leurs politiciens et avec les groupes médiatiques, aussi à Luxembourg. La réalité est différente, c'est un trickle-up gigantique au profit de peu de personnes au détriment
de la perspective de l'ensemble de l'humanité et des générations futures. Chers collègues, cela n'a pas fonctionné avec Reagan ni avec Thatcher et cela ne va pas fonctionner avec Frieden. Mais l'histoire nous a appris autre chose. Les couches supérieures, les super riches, ils ont toujours bien vécu avec des régimes autoritaires. Ce ne sont pas eux qui craignent la démocratie, au contraire, ils sont loin de la lutte contre le développement des droits démocratiques et leur fondation philanthropique n'y change rien. Qu'ils sont encore déductibles du petit reste d'impôts qu'ils payent encore. Chers collègues, comme on l'a déjà dit 5 fois, ce n'est pas différent à Luxembourg. Et même si le gouvernement se vante de ne pas mener une politique d'austérité avec des investissements importants, c'est un minimum et on doit pouvoir poser certaines questions, même si on ne nous en pense pas capable. Nous pouvons calculer comment pourra-t-on à l'avenir tripler le budget militaire, 30% ils veulent encore réduire les impôts des entreprises et éventuellement, il reste encore un petit élagement fiscal pour les gens. Comment pourrait-on assurer les systèmes sociaux, chers collègues, des dépenses drastiques avec moins de recettes, permettez-moi de rester sceptique. Mais nous allons veiller au grain et si le calcul n'est pas bon, alors nous, les salariés, nous n'allons pas payer les pots cassés pour les chances ratées aujourd'hui. Chers collègues, notre système fiscal est fondamentalement injuste. Ce n'est pas depuis hier, ni depuis avant-hier, mais depuis des décennies. Nos réformes fiscales avec des allègements pour les gens sont promis, mais rien ne se passe et le nouveau gouvernement a déjà reporté la réforme annoncée. La réforme fiscale à Luxembourg paraît comme un horizon aux Caraïbes. Plus on s'en rapproche, plus on est éloigné. Et la plus grande injustice du système, c'est que sur le salaire, on paye beaucoup plus d'impôts que sur le revenu du capital. Et avec un exemple, pour 5 000 € de salaire, on paye 7 fois plus d'impôts que pour 5 000 € de dividendes. Ce n'est pas juste. Le capital doit enfin être imposé de la même manière que le travail. Notre pays a besoin de recettes fiscales. Pour cela, il faut aller chercher l'argent là où il se trouve. Et il y a des endroits où il y en a beaucoup. Nous avons enfin besoin d'un impôt sérieux sur la fortune, non pas pour le commun des mortels, mais pour ceux qui ont une véritable grande fortune. Si le calcul doit devenir correct, alors les super riches doivent y contribuer, pas seulement à Luxembourg, mais aussi à Luxembourg. Nous avons besoin d'une imposition des propriétés foncières. La spéculation doit devenir chère. Il faut cesser de faire des cadeaux fiscaux aux entreprises. L'imposition des entreprises a été diminuée à 2 reprises. Le nouveau gouvernement conservateur libéral veut en rajouter et on ne prend pas beaucoup de temps pour analyser s'il y a encore des marges, mais on procède à un allègement immédiat. Dès l'année prochaine, les entreprises auront un allègement qui va coûter plus de 170 millions d'euros. Mais le patronat exige des dividendes politiques de la part des partis du patronat et le gouvernement plie les chines. Le GBL exige une redistribution de la charge fiscale du bas vers le haut. Cela veut dire qu'il nous faut un nouveau barème. Là aussi, il y a de nombreuses injustices. Les couches où les revenus bas ou moyens doivent payer moins d'impôts et le salaire social minimum doit être exonéré d'impôts.
Et il faut aussi qu'on mette ou qu'on organise l'adaptation automatique du barème fiscal à l'inflation. Cela vaut aussi pour les crédits d'impôt. Si cela ne se passe pas, nous perdons tous les jours en pouvoir d'achat. Il y en a marre, le gouvernement doit le faire tout de suite. Et si nous en sommes au sujet de la justice fiscale, alors je ne peux pas m'empêcher de dire qu'à ce moment-là, la politique fiscale doit être juste entre tous ceux qui travaillent à Luxembourg aussi, entre ceux qui habitent à Luxembourg et ceux qui n'habitent pas à Luxembourg, car, chers collègues, le 1er mai, c'est aussi une journée internationale sans frontières. Pour nous, c'est aussi important, nous le savons, parce que nous dépendons du fait que beaucoup de gens viennent travailler tous les jours à Luxembourg pour venir travailler. Et quand même, malheureusement, nous sommes toujours confrontés à des décisions politiques qui excluent plus de 250 000 personnes. Des études le montrent, les cantines gratuites, les crèches gratuites, les différences au niveau des impôts, ce ne sont que quelques exemples. Mais ce n'est pas possible, chers collègues. Vous, chers collègues français et belges, vous qui êtes 75 000 ou au choix 175 000 ou au choix 175 000, à passer tous les jours la frontière. Vous passez tous les jours la frontière pour venir enrichir notre pays. Et non, nous n'accepterons pas. Et nous n'accepterons jamais que vous soyez discriminés par la politique de ceux qui ne vous voient pas. Ils ne vous voient pas parce que vous ne faites pas partie de leur électorat. Et non, chers collègues de l'Allemagne, aussi pour vous, on ne peut pas imposer les heures supplémentaires différemment par rapport aux autres salariés. Parce que vous habitez à Luxembourg, vous travaillez ici et vous devez avoir les mêmes droits que tous les autres. La discussion sur le nouvel accord fiscal entre l'Allemagne et le Luxembourg sont une véritable tragédie. Nous invitons les ministres des Finances des deux pays de créer une certaine clarté en faveur des collègues allemands. On devrait avoir un moratoire immédiat pour l'imposition rétroactive. Chers collègues frontaliers, de quelle région que vous veniez, l'économie luxembourgeoise a besoin de vous et la politique luxembourgeoise dit nous devons renforcer l'économie. Mais si on le dit, il faut être cohérent parce que si les salaires commencent à devenir plus élevés dans les pays voisins, si le prix de l'essence augmente, si le transport public ne vous permet pas de venir travailler à Luxembourg, si les bouchons deviennent plus longs tous les jours, si le temps de travail en Allemagne, France et en Belgique est plus court qu'à Luxembourg, et si pour des raisons fiscales on a droit à moins de télétravail, alors, et si en plus les heures supplémentaires sont imposées, alors qui pensez-vous, chers politiciens, qui viendra encore travailler chez nous à l'avenir? La politique doit se réveiller et agir aussi contre la vie des fédérations patronales. Il n'est pas question de l'une ou de l'autre entreprise, il est question du fonctionnement de l'ensemble du pays. Et si on ne le fait pas, alors le terme pénurie de main-d'œuvre reste un euphémisme de l'année. Chers collègues, il nous faut de meilleurs salaires à Luxembourg et cela fait partie de notre principale activité, nous battre pour avoir plus de pouvoir d'achat. L'OGBL est le seul syndicat du pays qui a rempli cette mission au cours des dernières années. Si l'index fonctionne normalement aujourd'hui, si nous n'avons pas perdu de tranche indiciaire, c'est notre mérite. Et nous pouvons être fiers de notre syndicat, de nos membres et de nos militants. Et si un gouvernement devait avoir l'idée
de toucher un iota à la loi sur l'index. Il doit savoir que nous allons de nouveau nous élever comme la dernière fois. L'index évite que notre salaire réel ne devienne la victime de l'inflation. Et les luttes sociales et les grèves à l'étranger montrent ce qui se passe à défaut de cet instrument. Ils montrent l'importance de l'index pour la paix sociale. Le directeur de la Chambre de commerce et d'autres représentants parentaux sont bien payés pour ne pas vouloir le comprendre et ils mobilisent contre l'index. Ce n'est toujours qu'une compensation pour une perte du salaire réel. Et si on veut que le salaire réel se développe avec la prestation économique et ne disparaisse pas exclusivement dans les poches des actionnaires des entreprises, alors on a besoin d'une bonne convention collective. Et la condition pour des conventions collectives fortes, eh bien, ce sont des syndicats forts, mais c'est aussi une loi forte pour les conventions collectives que nous n'avons pas. C'est encore comme si nous étions au siècle dernier. On ne l'a jamais adapté à la réalité d'aujourd'hui. Nous avons même une directive européenne qui nous le dit. Une directive européenne qui dit qu'on doit obtenir un taux de couverture de 80% pour les conventions collectives à Luxembourg. Nous sommes arrivés à 50%. Il faut donc réagir dans le dialogue social et le résultat doit être une loi en faveur d'une meilleure loi sur les conventions collectives. Et nous le disons clairement, une convention collective, c'est un accord organisé avec les syndicats qui ont la représentativité nationale et rien d'autre. Et nous voulons que nos politiciens et les patrons le comprennent, qui rêvent de pouvoir négocier seuls avec leurs salariés. Et celui qui espère pouvoir saper le système de la représentativité nationale des syndicats, il s'attaque en même temps aux fondations de la paix sociale à Luxembourg. C'est une ligne rouge inacceptable. Et cette remarque vaut aussi pour toute une série d'idées réactionnaires en matière d'organisation du travail. Une détérioration des conditions de travail est inacceptable. Il faut travailler moins d'heures et pas plus. Nous ne devons pas devenir malades en raison du travail. Nous avons besoin de bonnes conditions salariales, de bons salaires pour nous et pour les générations futures. Nous avons besoin d'un système où les indépendants fictifs sans droit et sans assurance sociale existent. Nous n'avons pas besoin de CDD et d'emplois intérimaires avec le risque d'être licencié à tout moment. Et sous la responsabilité du commissaire luxembourgeois, nous avons enfin eu une directive sur le travail de plateforme. C'est loin d'être parfait, mais on a quand même du moins la possibilité de protéger des milliers de salariés qui travaillent dans des conditions précaires. Et nous invitons notre gouvernement à mettre cette directive en pratique dans le droit luxembourgeois. Nous avons déjà perdu beaucoup trop de temps. Nous exigeons des emplois sûrs, c'est notre mission, et nous allons défendre tout cela avec des emplois qui permettront aussi aux jeunes d'obtenir un prêt auprès des banques, de travailler dans des conditions saines, et pour cela, nous avons besoin des syndicats qui, à une période de patronat, qui avec ses collègues politiciens, fait n'importe quoi. Je ne peux pas parler de tous les secteurs, mais notre travail dans les différents secteurs professionnels montre l'importance des conventions collectives et de notre engagement. Dans le secteur de la restauration, nous l'avons vécu, je le cite, parce que là, cela prouve l'importance de l'engagement montré. Depuis 30 ans, ils ont enfin obtenu une convention collective. Et c'est le résultat d'un long combat où nous avons enfin pu obtenir une convention collective sectorielle. Un grand merci à tous ceux
qui se sont battus pour obtenir ce résultat. Cela montre que cela vaut le coup de se battre pour de meilleures conventions collectives et des conventions collectives sectorielles. Chers collègues, pour les banques, nous avons une convention collective sectorielle qui est renégociée, mais là, c'est toujours difficile parce que si la situation n'est pas bonne dans le secteur, alors la BBA affirme que rien n'est possible au niveau des salaires. Et si la situation est bonne, ce qui est le cas actuellement, comme on le voit avec les bénéfices records, alors ils disent, bon, ça va bien, mais peut-être plus pour longtemps. Mais ils ne doivent surtout pas nous sous-estimer. Ils aiment affirmer qu'ils sont la vache laitière du pays. Donc il faut distribuer ce lait. Et, chers collègues, ce qui vaut pour les conventions collectives vaut aussi pour le droit du travail. Et malheureusement, nous avons la preuve empirique qu'il y en a besoin de réformes urgentes, si on a vécu ce qui s'est passé chez Target à Clairvaux. Nous sommes d'avis avec le ministre du Travail que c'est inacceptable. Ils veulent licencier 126 personnes. Un plan de maintien dans l'emploi a été signé et peu après, il y a eu des licenciements massifs. C'est se moquer du dialogue social. C'est aussi un abus des deniers publics qui sont investis dans une entreprise pour sauvegarder des emplois. Nous exigeons aussi aujourd'hui que de telles procédures soient arrêtées sur le plan législatif. Cette pratique est inacceptable et nous ne pouvons plus l'accepter. Nous exigeons que le plan de maintien dans l'emploi garde son importance. Le GBL, bon, je parle du secteur industriel, nous étions toujours contre la délocalisation de la production et de matières premières à l'étranger. La crise du Covid nous a montré ce que la dépendance catastrophique représente pour nous. Et donc, le GBL soutient tous les efforts d'une réindustrialisation en Europe et à Luxembourg. Il faut assurer les sites industriels. Beaucoup d'emplois ont déjà été perdus et nous devons dire merci aux collègues du secteur industriel pour leur engagement. C'est difficile et le meilleur exemple, nous le vivons à Liberty, à Dudelange, où depuis des années, à la fin de chaque mois, les gens craignent pour leur salaire. Et maintenant, Liberty n'a plus d'argent, mais les gens veulent tout simplement travailler, rien de plus. Et le patron doit vendre son entreprise à quelqu'un qui l'a fait tourner. Et dans ce contexte, le GBL voit un avenir pour Liberté et pour tous les salariés. Chers collègues, l'assurance des systèmes sociaux fait partie de notre ADN des syndicats, avec aussi le système des pensions. Et puis, si une nouvelle ministre des Affaires sociales fait des déclarations qui n'annoncent rien de bon, alors il faut réagir. Sans avoir été invitée, sans annonce et sans consultation, elle a fait des déclarations qui font frémir. Et on a fait la même prévision que par le passé. Si nous étions dans une telle situation, nous aurions plusieurs fois déjà heurté le mur des pensions. Et cela montre l'importance de notre système ou de nos activités. Et il faut que les politiciens et le patronat le comprennent qu'il ne faut pas travailler plus longtemps pour avoir moins de pensions. Et ce n'est certainement pas vendre notre bonne pension publique comme on veut le faire actuellement. Chers collègues, ceux qui s'attaquent à notre système de pension s'attaquent aussi
ouvre la porte à l'approfondissement de la fracture sociale. C'est inacceptable pour le GBL et cela montre que notre mobilisation doit commencer aujourd'hui. Encore une fois, nous refusons une discussion sérieuse sur l'assurance des rentes. Non, nous ne la refusons pas. Nous sommes même demandeurs, mais nous n'accepterons pas qu'on mette les générations en rivalité. C'est le comble si on veut négocier avec l'intérêt des jeunes pour s'attaquer à la réforme du système pension. Alors, on dit aux jeunes qu'ils devront travailler plus longtemps pour avoir moins de pension. Ce n'est pas dans leur intérêt. Et c'est une hypocrisie de faire en sorte que ceux qui sont retraités aujourd'hui le sont au détriment des autres. C'est inimaginable de préparer ainsi le terrain pour une réforme des pensions. Et l'assurance du système luxembourgeois des pensions est un des meilleurs du monde. Ce n'est pas une question mathématique d'examen, c'est un défi social et sociétal. Il faut plus d'années pour multiplier tout ce que nous avons afin de ne pas pouvoir construire un mur imaginaire. On pourrait par exemple relever les plafonds des cotisations. Il n'y a pas de raison de ne pas le faire. Et il ne faut pas oublier que nous avons une réserve de plus de 23 milliards, une réserve qui correspond à 5,5 fois les dépenses annuelles. Et il y a d'autres vices de réglage que nous voulons discuter si le gouvernement veut discuter avec nous. Mais je rappelle que les partenaires sociaux doivent négocier et non pas n'importe qui d'autre. Chers collègues, en ces périodes, un discours du 1er mai ne peut pas éviter de parler des défis climatiques. Il est évident que l'atteinte des objectifs climatiques que nous avons à Luxembourg, en Europe et dans le monde doivent être atteints. Et cela doit coûter son prix. Et cette transition doit être sociale. Cela coûte de l'argent et nous avons besoin des moyens nécessaires. Et c'est préoccupant lorsqu'on voit que les investissements dans les prochaines années devraient diminuer. Ce n'est pas possible parce que nous savons que si nous n'agissons pas aujourd'hui, ce sera beaucoup plus cher plus tard. Et plus tard, cela va entraîner des catastrophes humanitaires et des crises sociétales comme nous ne les avons encore jamais connues. Et chers collègues, permettez-moi de souhaiter parmi nous des gens qui s'engagent particulièrement pour le respect des droits humains. Jean-Louis Tsayen, avec son initiative Le droit de vigilance, est un représentant pour le monde entier. Permettez-moi de lui dire merci. Bienvenue à tous ceux qui sont avec nous pour défendre les droits de l'homme. Vous êtes venus pour défendre avec nous les droits sociaux et nous vous assurons qu'aujourd'hui et demain, notre solidarité est garantie. Nous sommes avec vous dans votre combat. Merci beaucoup. Et puis, chers collègues, je vais arrêter mon discours qui est déjà beaucoup trop long avec la dernière crise qui nous concerne, mais je ne peux pas éviter ce sujet. Il est question du logement. Et vous savez que nous ne pouvons pas ignorer ce problème. Mais je clôture
avec cette crise en disant, chers collègues, si ceux qui ne trouvent pas de logement à Luxembourg ou qui habitent mal, s'ils avaient l'argent nécessaire ou avaient un jardin pour inviter les politiciens à des fêtes, alors on pourrait peut-être une politique du logement dans leur sens. Et non pas une politique du logement dans l'intérêt de ceux qui, avec les terrains et les immeubles, gagnent une fortune. Parce que c'est ce qui se passe depuis des décennies. Les gouvernements ont raté l'occasion de faire quelque chose avec les conséquences que nous connaissons. La spéculation, un prix trop cher pour le logement, tout cela a pris son cours. Nous avons de moins en moins de logements locatifs sociaux et on fait de plus en plus de cadeaux aux multipropriétaires et le nouveau gouvernement reste fidèle à son dogme, encore plus de cadeaux fiscaux pour ceux qui ont beaucoup d'argent. Et même si le Parti démocratique a le ministre du logement, ils ont déjà oublié leur programme électoral. Ils avaient annoncé une idée progressiste, ils avaient annoncé un essor à l'exemple du modèle viennois. Cela aurait été le bon modèle pour devenir un acteur qui peut avoir une influence positive sur l'évolution des prix et qui pourrait aussi relancer la conjoncture de la construction. L'OGBL exige que la construction de milliers de logements locatifs devienne une priorité politique d'ici 2040. L'OGBL exige que, enfin, on ait une politique sérieuse contre la spéculation et contre les accumulations de terrain et de fortune. Nous voulons plus d'aide pour les gens qui veulent pouvoir acheter leur propre logement et nous exigeons une loi locative pour adapter l'évolution des loyers à l'évolution du revenu des ménages, ceci pour éviter l'écart entre le revenu et le loyer. Chers collègues, je suis arrivé à la fin. Je vous dis un très grand merci de votre présence. Nous sommes heureux d'avoir aujourd'hui un OGBL fort qui défend les intérêts des gens en commun. Les temps qui nous attendent ne seront pas faciles, mais nous sommes prêts. Nous sommes prêts pour nous battre le cas échéant. On ne doit pas en douter. C'est pour cela que nous sommes ici, indépendamment de nos origines. Et chers collègues, ensemble, nous sommes l'OGBL. Ensemble, nous pouvons relever ce défi dans l'intérêt des salariés, des retraités et de leurs familles. Vive le 1er mai, vive l'OGBL. Un grand merci à vous. Vive de l'OGBL!